Le 14 juillet, TV Liberté consacrait un magazine aux préparatifs du défilé sur les Champs-Élysées à l'invitation de l'armée de terre. Toujours en juillet, TV Liberté vous propose un reportage inédit sur la Serbie et un entretien exclusif et précieux avec l'immense écrivain Jean Raspail. Et puis toujours vos émissions préférées, Tête à clash, Politique Éco, Immédiat, Perles de culture et chaque jour votre journal télévisé. TV Liberté est avec vous tout l'été, soyez au rendez-vous. L'affaire Benalla n'en finit plus de faire des dégâts. Alors que de nouvelles révélations agitent le petit monde politique, la réforme constitutionnelle a été suspendue. Il est arrivé le jour de libération fiscale. À compter de ce lundi, les Français travaillent enfin pour eux. Une date symbolique qui rappelle la pression fiscale dont sont victimes les travailleurs. L'association Contribuables Associés nous en dit plus dans cette édition. 6 ans après la libéralisation des paris sportifs, le secteur est en pleine ébullition en France. La Coupe du Monde de football a permis d'atteindre de nouveaux sommets, une réussite qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes. Madame, Monsieur, bonsoir. Les jours se suivent et l'engouement autour de l'affaire Benalla ne faiblit pas. Alors que ce proche d'Emmanuel Macron a été mis en examen, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a lui été auditionné ce lundi matin par de nombreux députés à l'Assemblée nationale. Thibaut Bastide. L'affaire Benalla n'en finit plus de faire des vagues. 4 jours après les révélations sur les agissements d'Alexandre Benalla en marge des manifestations du 1er mai, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a été passé sur le grill ce lundi matin devant la commission des lois à l'Assemblée nationale. Plaidant sa cause, il a estimé que c'était à l'Élysée et non à lui de prendre les initiatives nécessaires après les violences provoquées par le chargé de mission auprès du chef de cabinet d'Emmanuel Macron. Une façon de renvoyer la balle dans le camp du chef de l'État, mais également dans celui du préfet de police, Michel Delpuech. Ce dernier a d'ailleurs dénoncé une dérive condamnable sur fond de copinage malsain. Si aucune réponse concrète n'est sortie de cette audition, le malaise du ministre de l'Intérieur s'est largement fait sentir, notamment quand ce dernier dit ne pas connaître Benalla, alors que celui-ci a adressé des devis pour la sécurité du candidat Macron lors de sa campagne et que ses propres services ont refusé sa demande de port d'armes. Ajoutez à cela les nombreuses rencontres entre le ministre de l'Intérieur et son président lors desquelles l'individu était présent. Acculé par l'affaire, Emmanuel Macron est sorti de son silence dimanche soir pour condamner des faits inacceptables lors d'une réunion de crise à l'Élysée. Pour autant, aucune déclaration publique n'est pour le moment à l'ordre du jour, même si le chef de l'État a d'ores et déjà annulé son déplacement sur le Tour de France prévu mercredi. Il faut dire que l'affaire prend des proportions totalement inédites au sommet de l'État. En plein projet de révision constitutionnelle, les différents présidents de groupe ont paralysé les débats réclamant au préalable d'entendre le Premier ministre Édouard Philippe sur le sujet Benalla. Une paralysie qui a obligé le gouvernement à suspendre l'examen de la révision constitutionnelle jusqu'à la rentrée. Et les révélations ne s'arrêtent pas là. En effet, après une enquête menée par la Direction générale de la sécurité intérieure, Alexandre Benalla a pu bénéficier de certains droits. Il avait notamment été habilité au titre du secret de la défense nationale. Côté justice, après 2 jours de garde à vue, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre d'Alexandre Benalla pour 6 chefs d'accusation dont violence en réunion sans ITT. Les 5 suspects, Alexandre Benalla, Vincent Kras, qui se trouvait aux côtés du principal intéressé au moment des faits, et 3 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris ont été présentés à un juge d'instruction dimanche avant d'être mis en examen. Souriez, vous travaillez pour vous. À partir d'aujourd'hui, vous avez en moyenne accumulé suffisamment d'argent pour payer vos prélèvements obligatoires. À partir d'aujourd'hui, ce que vous gagnez est pour vous. Explication avec l'association Contribuables Associés. Il est arrivé, c'est le jour de libération fiscale, date symbolique qui vous rappelle combien vous travaillez tous les ans pour l'État et la dépense publique. Un concept créé en 1971 aux États-Unis et qui fait depuis l'objet de calculs tous les ans dans le monde entier. Benjamin Izarn, chargé des relations publiques pour l'association Contribuables Associés, nous explique cette notion.
Alors, contribuable associé calcule chaque année le jour de libération du contribuable. Très concrètement, un contribuable associé regarde les chiffres de l'OCDE et on regarde par rapport au ratio entre les dépenses publiques, c'est-à-dire les dépenses de l'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale, de l'administration en général, et qu'on rapporte à la richesse produite en France. Et quand on fait ce calcul-là, en fait, on réalise qu'en France, la dépense publique absorbe plus de la moitié de la richesse produite en France. Très concrètement, ça veut dire que chaque auditeur de TV Liberté, sur chaque euro qu'il gagne, il en donne plus de la moitié à l'État, à la sécurité sociale, à l'Union européenne et aux collectivités locales. C'est énorme. Et donc, Contribuable associé rapporte cet indicateur-là au calendrier de l'année et on découvre que les Français sont libérés de plus en plus tardivement et pour financer une dépense publique hors de contrôle. La France, pays à la fiscalité vexatoire, est l'un des pires élèves dans le monde et dans l'espace européen, avec des usagers qui travaillent toujours plus pour leur État, sans pour autant recevoir en contrepartie un retour, que ce soit en termes d'efficience économique, d'infrastructure ou encore de sécurité. Contribuable associé dénonce le décalage entre la France et ses voisins. Il faut savoir quand même qu'en moyenne, les contribuables de la zone euro sont libérés près d'un mois avant les Français. Les Français travaillent beaucoup plus. On est les champions de l'Europe pour la taxation. Les Français ont l'impression de payer toujours plus d'impôts pour des dépenses publiques qui sont parfois des gaspillages d'argent public. Les contribuables français pourront toujours se consoler en se disant qu'à présent, ils travaillent pour leur compte, en attendant le 1er janvier prochain. La Coupe du Monde de football 2018 aura décidément été historique pour la France. En plus de la victoire des Bleus et des violences qui ont suivi, le pays a connu un record de dépenses en paris sportifs, un phénomène curieux et inquiétant. 690 millions d'euros de dépenses en paris en France lors de la Coupe du Monde de football. Un record qui pulvérise les chiffres de 2014. Pour le mondial brésilien, ces chiffres avaient atteint 290 millions d'euros, moins de la moitié. Pour la seule finale, les parieurs français ont dépensé quelques 67 millions d'euros, quand la demi-finale face à la Belgique a vu être mise en jeu un total de 35 millions contre 23 pour le quart contre l'Uruguay. Vous l'aurez compris, l'intérêt est allé croissant avec le parcours de l'équipe nationale. Mais l'augmentation phénoménale des paris, tant en nombre de joueurs qu'en valeur, n'est pas seulement due au succès de l'équipe de France. En effet, même sans cela, les paris n'auraient pas été loin d'augmenter de près de 2 fois par rapport au dernier exercice. Les raisons sont multiples. Depuis l'ouverture du marché du pari en 2012, l'arrivée de la concurrence et la généralisation du pari devenu sponsor du sport, pour un mélange qui ne manque pas de poser des problèmes éthiques évidents, le pari est devenu omniprésent. En publicité lors des matchs de football, sur les sites de résultats et d'informations sportives, le pari est partout. En l'espace de 6 ans, ce qui s'apparentait à un petit marché de niche est devenu une attraction capable de mobiliser des millions de consommateurs potentiels, car les parieurs ne le ressentent pas comme tel, mais ils sont bel et bien des consommateurs. En 4 ans, les sommes misées ont doublé avec une augmentation de 20% sur les 12 derniers mois. C'est dire que le phénomène n'a pas encore atteint son pic. Les sites de paris, eux, se frottent les mains. En 2017, ils avaient généré plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit une progression de plus de 10% sur un an. Arrivés dans un contexte économique difficile, les paris n'en finissent pas de casser la baraque. Depuis l'ouverture du marché en 2012, le nombre de mises a augmenté de 256%, défiant les analyses du média BFM Business qui, comme souvent, a un peu manqué de flair. Un développement qui a de quoi inquiéter. En effet, si les entreprises de paris connaissent des résultats exceptionnels, c'est bien grâce à l'appauvrissement des joueurs. Un business qui n'est pas franchement créateur de richesse et qui bénéficie à très peu d'agents économiques. Ajoutez à cela l'augmentation du nombre de personnes touchées par l'addiction au jeu. En moyenne, en 2017, un joueur a dépensé 343 € et vous aurez un phénomène économique qui flirte avec le problème de société. De quoi susciter de nombreuses craintes vis-à-vis de la prochaine privatisation de la Française des Jeux et de nombreuses critiques concernant l'ouverture du marché de 2012. Passons à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. La chasse aux enfants est ouverte. Les réseaux sociaux Facebook et Instagram veulent mettre en place des stratégies plus agressives pour interdire les comptes des enfants de moins de 13 ans. Une pratique déjà mise en place par Twitter qui a suspendu tous les comptes des usagers n'ayant pas l'âge requis. Pour prouver leur âge, les usagers devront par exemple envoyer une photo de leur carte d'identité à titre de preuve.
Manger plus frais et moins cher au McDo, c'est possible. Des employés de la chaîne de restauration rapide ont révélé quelques astuces pour faire diminuer la facture. Il suffit d'éviter les nouveaux sandwichs qui sont parfois 2 fois plus chers et demander un hamburger avec un ingrédient en moins, de façon à ce que l'employé soit obligé de le faire sur place. Bien manger dans la Mecque de la malbouffe est donc aujourd'hui possible. Séquence absurde du monde moderne. Après s'être tatoué l'intégralité de l'épiderme jusqu'à devenir une version négative de lui-même, un Polonais a subi une opération afin de se faire enlever les parties génitales et les tétons. Cette pratique a un nom, nullo. Spider-Man, Deadpool ou encore Batman, tous les super-héros s'étaient donné rendez-vous à San Diego, aux États-Unis pour l'édition 2018 du Comic-Con. Il s'agit de la grand-messe annuelle des admirateurs des super-héros et pour l'événement, les déguisements sont de mise. Près de 130 000 personnes ont ainsi participé à cette 49e édition. Alors que certains glosent dans des magazines, d'autres s'activent sur le terrain. Vendredi, le bastion social d'Aix-en-Provence a mené une action de nettoyage dans un parking dit de Carcassonne. Une sortie visant à sensibiliser la mairie de la ville sur le désastre écologique, mais aussi sur les enjeux sécuritaires. En effet, les militants sur place ont découvert une voiture cambriolée. Toujours militantisme de terrain, le local de l'Alvarium d'Angers, un bar associatif nationaliste, a été pris pour cible par un incendie qui s'est déroulé dans la nuit du 19 au 20 juillet. Pour Jean-Eudes Gana, militant nationaliste et catholique, cette agression est clairement de nature criminelle et politique. Et pour cause, la mairie angevine dirigée par Christophe Béchu, anciennement Les Républicains, finance des organisations d'extrême gauche dites antifascistes. Des révélations sur ces subventions devraient suivre dans les prochains jours. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour avec la fondatrice du site ivg.net, Marie-Philippe. Quand elles nous appellent, si vous voulez, effectivement, elles veulent des renseignements sur l'IVG, elles veulent des informations. Mais il y a cette angoisse. Il est tout petit, bien évidemment. Mais si vous voulez, jamais elles ne parlent d'amas de cellules, d'œufs. Elles parlent systématiquement tout de suite. Je ne peux pas garder cet enfant. Je ne peux pas élever ce bébé, je suis dans des conditions tellement difficiles, je suis abandonnée, je suis trahie. C'est ce que j'entends régulièrement. Et ce soir dans Politique Éco, une rediffusion de l'entretien avec l'économiste Charles Gave et une nouvelle chronique des dessous de l'économie avec Natacha Königsberg. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Au titre des sujets d'été, je voudrais vous dire un mot des vacances d'autrefois, des voyages d'autrefois et du rapport au temps qui change sans arrêt. Et le prétexte à vous en parler est une femme de lettres qui a occupé ma maison au village. Il se trouve que le bulletin municipal raconte ce mois-ci quelques éléments de sa biographie. Plutôt que le fait qu'elle ait dirigé un journal, plutôt que le fait qu'elle ait eu le prix Femina, mais je n'en dis pas davantage parce qu'on finirait par retrouver le village. Ce qui m'intéresse, c'est l'emploi du temps estival de ces gens-là. C'est assez simple. C'était 15 juin, 15 septembre à l'époque, ou 15 juillet, 15 septembre. On peut dire que ça change tout. Quand on a le temps, le rapport au village n'est plus le même, ni celui qui vous lie à la nature, au temps qu'il fait. Autrefois, quand on s'installait pour les vacances, c'était un déménagement. En train, on avait des malles, on avait un jardinier et une lingère. Et surtout, on avait le temps de parler aux gens autour de soi, d'organiser une journée de visite chez des amis, d'écouter la fontaine et les oiseaux. On pouvait véritablement parler de retraite au sens propre. On se retirait du monde. Je crois que lorsque ma vieille dame là est morte, elle avait le téléphone ici dans cette maison depuis une dizaine d'années seulement. Elle écrivait énormément à ses amis, surtout l'été. Le bureau de poste était pratiquement en face. Il y avait toujours un délai entre ce qu'on pensait et ce qu'on écrivait. Ensuite, entre ce qu'on écrivait et ce qu'on envoyait. Et ensuite, entre ce qu'on envoyait et ce qu'on lisait. Donc finalement, et ça se voit très bien dans les lettres de nos ancêtres, finalement, tout le monde était un peu écrivain, un peu réfléchi, un peu juge de ce qui méritait d'être raconté ou non. Et c'était valable aussi pour les journaux. Les journaux étaient des rédactions et pas des agences. On y lisait une prose qui adoptait un point de vue.
Tout ça pour dire quoi? Pour comparer ce monde-là avec la génération de l'instantané. Cet été, contrairement à la vieille dame qui occupait cette maison il y a 50 ans, je vais faire 2 ou 3 fois l'aller-retour avec Paris. J'ai évidemment pas le temps de faire le moindre jardinage, ou plutôt si, mais si je le prenais vraiment, il me priverait de tout le reste. Donc, comme la plupart de mes voisins, à part les très vieux, je ne laisse pas les minutes s'étirer. Je ne regarde pas plus de 4 secondes mon chien en train de boire à la fontaine. Je ne somnole pas après le repas avec un livre sur la poitrine, parce qu'il y a toujours un truc à faire, et que je fais tout, et je me dis sans arrêt, il faut que je fasse ça, parce qu'après j'aurai plus le temps, il faut que je reparte mardi, et puis quand vos moyens ne sont pas ceux d'un grand bourgeois qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, vous êtes obligé de tout faire de vos 10 doigts. Mais surtout, si je n'y prends pas garde, comme la plupart de mes contemporains, j'envoie une photo, j'envoie des dépêches en quelque sorte, j'imite les journaux qui renvoient à peine arrivé tout ce qui vient de venir, et j'écoute 4 chaînes régulièrement, ce qui fait que la rumeur générale n'est plus quelque chose de lointain, elle n'est plus couverte par le chant de La Fontaine, c'est le contraire. Puisque je vous dis sur les vacances, c'est valable pour les voyages. Autrefois, les gens voyageaient peu, mais quand ils le faisaient, c'était pendant 2 mois. Aujourd'hui, ils font parfois 4 heures d'avion pour 2 ou 3 jours. Et non contents de vivre dans la rapidité, ils vivent aussi dans l'ubiquité. Ils inondent leurs amis de selfies. Et inversement, ce qui fait qu'ils ont mis de la distance entre eux et leur univers familier par le voyage, pour la supprimer à peine arrivée, en disant à tout instant, voilà ce que je fais en ce moment. Alors finalement, j'ai commandé le dernier livre, cette ancienne propriétaire de ma maison, le dernier livre, elle est morte à 86 ans, donc c'était son dernier publié, et j'ai eu le plaisir de revivre soudain le temps tel qu'il passait avant la mondialisation, et ça n'a vraiment rien à voir. On va me dire que c'était pas mieux, c'était différent. À quoi je réponds que c'était les deux, c'était mieux et différent. En me plongeant jour après jour dans le récit de vacances de celle qui m'a précédé dans cette maison, j'ai l'impression que cette année, j'ai pris 2 fois plus de vacances. Le temps s'est épaissi comme une sauce, comme du lait caillé. C'est plus du temps light, c'est plus du temps écrémé, c'est du temps entier. Mais si vous avez la chance de vous ennuyer encore légèrement en vacances, vous avez sans doute compris que c'est pas inutile et vous vous êtes aperçu que les souvenirs les plus précis sont ceux des jours où on faisait rien de spécial. Eh bien, on trouve tout ça sur Campagnol TVL. Merci.